J'adorais ce que je représentais à ce moment-là, tu vois, de la businesswoman sportive enceinte qui mène tout de front. J'ai été voir mon fournisseur à Rouen à 3 semaines de mon accouchement, j'ai fait la route, on m'a dit «Oh mais si tu veux, on fait une visio dans ton état». Non, rien à foutre, on y va. Et je pars du principe que j'ai le droit d'avoir des vêtements hyper adaptés. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le moindre coureur du dimanche a un legging hyper technique, des baskets à 200 balles, un débardeur respirant, etc. Et là, je me dis, mais pourquoi il n'y a personne qui a inventé un legging de sport pour femme enceinte, quoi? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Johanna Jacuzzi. Lors de sa première grossesse, elle se pose une question existentielle. Pourquoi personne n'a inventé de leggings de sport pour femmes enceintes ? Quelques mois plus tard, cette personne, ce sera elle. Elle crée Mom Out, une marque de vêtements qui propose entre autres des vêtements de sport adaptés aux femmes enceintes. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode, les idées reçues autour de la grossesse sportive dont il faut absolument se libérer, les 4 principes fondamentaux derrière Mom Out et le business model qui permet de tous les respecter. Et pour finir, une anecdote sur ses débuts en trail à l'arrache, pour reprendre ses mots. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Johanna Jacuzzi. Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît ? Ben, ça marche. Moi, je suis Johanna. Je suis sur l'année de mes 40 ans. Je suis maman de 2 garçons. Je commence par ça parce que c'est assez important dans mon parcours. Je suis sportive, mais je suis sportive tardive. Je me suis mis au sport à 30 ans. Et ça a très vite fait partie de mon équilibre de vie. J'ai eu un parcours professionnel un peu tumultueux jusqu'à il y a 2 ans où j'ai décidé de créer la Momod Family. Donc c'est une plateforme en ligne et une marque donc pour les mamans sportives, pour la maternité sportive. Et du coup là, je viens de sortir un legging de sport pour femmes enceintes, donc qui est le premier produit de la marque Momod Sportswear. Et donc voilà, moi je suis mon sport de prédilection, c'est la course à pied. C'est par ce sport que j'ai commencé à faire du sport et aujourd'hui, je fais un petit peu d'autres choses parce que, voilà, pour trouver un équilibre, mais ça reste mon sport, de cœur. Ok. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus, toi, c'est quoi ton histoire justement avec la course à pied? Qu'est-ce qui fait que tu es mise, Ouais, sur le ouais. tard finalement? Et qu'est-ce qui t'a plu en particulier? Moi, jusqu'à 30 ans, je faisais vraiment partie des personnes qui voyaient les gens qui courent et qui disaient: Mais pourquoi? Pourquoi ils font du mal? Et pire, quand je voyais une course, je me disais: «Attends, les gars, ils payent pour avoir un dossard, pour partir courir en même temps que 2 000, 3 000, voire plus, personnes et ils sont contents, quoi». Enfin, voilà, c'était vraiment l'incompréhension la plus totale. J'avais essayé de me mettre à courir 2, 3 fois dans ma vie. Ça avait toujours été l'échec au bout d'1 ou 2 semaines. Enfin, vraiment, je m'étais motivée à chaque fois avec des copines, mais ça avait jamais, donc je me définissais presque comme non sportive, que c'était presque une revendication. Alors après, j'ai toujours bien aimé ce qui est rando, voilà, des sports un peu plus doux et occasionnels. Surtout, on fait pas de la randonnée toutes les semaines, quoi. L'escalade de temps en temps, mais j'ai jamais été, en tout cas depuis mes 15 ans, j'avais jamais été inscrite à un club sportif, voilà. Et hem je me suis retrouvée dans une situation où j'étais au chômage. Et je me suis dit: «Il me faut quelque chose pour me lever le matin. Allez, go, je me remets à faire du running». Je sais pas pourquoi, les autres sports me tentaient pas du tout. Le running, c'était le côté, j'ai pas tellement à me faire du mal, quoi. C'est-à-dire que je peux courir tranquillement, je peux courir 1 kilomètre, je peux courir tout doucement. J'avais pas envie d'avoir les contraintes d'une salle de sport ou alors d'un cours en club avec un coach qui me dit de faire ci ou ça. Le running, ça correspondait voilà, à une pratique un peu tranquille. Donc je me suis, pour la énième fois, mise au running, pas en me disant que j'allais devenir sportive, mais vraiment en me disant, «Il me faut un truc que je fais le matin». Moi, j'avais plein de copains au chômage à l'époque qui faisaient rien de leur journée et qui se foutaient de ma gueule en me disant: «Mais tu vas voir, tu vas être comme moi dans un mois». Et du coup, moi, je m'étais dit que le running, ça pourrait être un peu la solution pour ne pas devenir une oisive. Et je me suis mis à courir et je sais même plus pourquoi, je me suis inscrite au Running Lyon. Vraiment, je crois que c'était un peu sur un coup de tête, genre j'ai vu passer une nana qui courait avec un t-shirt du Running Lyon de l'année d'avant.
et je me suis dit: «Allez, 10 kilomètres, pourquoi pas?» Je venais de commencer, hein, donc je galérais à courir 3 kilomètres, je m'allongeais dans l'herbe en arrivant en mode: «Oh mon Dieu, mais je viens de faire un truc exceptionnel» et je me suis inscrite au Run Union et donc ça a été un petit peu la clé pour ne pas encore laisser tomber parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'avec un objectif, je me lassais pas. Si c'était passé les autres fois, c'est que je pense que je voyais pas trop l'intérêt de courir. Là, avec un objectif, du coup, j'ai cherché un plan d'entraînement parce que je me suis aperçue que pour faire 10 kilomètres, ça allait pas être facile parce qu'on était au mois d'avril, que le Running Man était en octobre et que j'en étais au point où c'était vraiment très laborieux. Donc j'ai choisi un plan d'entraînement et c'était drivé quoi. Je savais, quoi faire, comment le faire, et puis je me suis mis à courir à ce moment-là et je me suis presque jamais arrêtée quoi et ça a vraiment changé mon état d'esprit, je en général. Je l'aurais pas soupçonné, mais ça m'a apporté vachement de volonté, vachement de détermination. Ça m'a vraiment changé. Non seulement parce que je me définissais comme non sportive et que j'ai arrêté de me définir comme ça, mais aussi parce qu'il y a vraiment je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose qui me paraissait, un peu fou, et surtout que j'étais capable de me dépasser. Je connaissais pas cet aspect de moi, d'être capable de me dépasser, de continuer quand j'en pouvais plus, d'aller plus loin, de sortir vraiment de sa zone de confort et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi et ça m'a vraiment permis d'évoluer, dans toutes les sphères de ma vie, quoi. OK. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui a participé au fait que tu oses te lancer dans l'entrepreneuriat aussi, par la suite? Et ben, je pense que c'est encore un autre step parce que, hem j'avais du mal, moi, professionnellement, à me trouver. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'ai eu une vie professionnelle un peu patraque parce qu'en fait, je faisais beaucoup de CDD. Bon, moi, j'étais dans l'associatif, donc en plus, c'était souvent des CDD précaires que tu peux pas renouveler parce que c'était des contrats aidés. Donc, au bout de 2 ans, de toute façon, il y avait plus d'aide sur le contrat et c'était obligé de changer de salarié. Mais quand bien même, moi, j'arrivais pas vraiment à me retrouver, professionnellement dans ce que je faisais. Je bossais pour des assos qui étaient super, mais moi je m'épanouissais jamais dans le boulot. Je trouvais ça trop je sais pas, donc j'avais une image de moi où j'étais pas capable en fait d'être autonome sur un taf parce que vu que je trouvais pas le boulot qui me passionnait, c'est difficile de se dire: «Bah tiens, je suis capable de faire des choses folles» et c'est marrant parce qu'à l'époque, mon entourage m'a pas mal dit: «Mais Johanna, peut-être que le ce qui est fait pour toi enfin, peut-être que tu es faite pour l'entrepreneuriat». Peut-être que c'est le salariat qui te convient pas et moi je me disais au contraire: «Ah bah non, moi qui suis, enfin j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me driver, j'ai besoin de consignes». Voilà. Mes échecs, on va dire professionnels, m'avaient raconté quelque chose sur moi qui était, peut-être, pas très valorisant et du coup, j'étais très, très loin de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Alors ça a dû participer parce que après, bah, j'ai eu mes grossesses, j'ai réussi à continuer le sport pendant mes grossesses et cetera. Voilà, le sport, je pense que c'est quelque chose qui nous apporte, tout au long de notre vie et je pense qu'in fine, ça y a quand même participé. Mais sur le moment, voilà, ça faisait, ouais, ça faisait peut-être 1 ou 2 ans déjà que je courais, à un moment où je me suis de nouveau retrouvée en difficulté professionnelle et à ce moment-là, j'étais encore très loin de l'entrepreneuriat. OK. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment est né le projet, Mom Out? Ouais, ouais, Comment ouais. est-ce que tu en es Tout à venue fait. à créer la boîte? Il est né en 2 étapes, ce projet. La première, c'est, ma première grossesse. À l'époque, je travaillais à Decathlon. J'avais quitté le milieu associatif parce que je m'étais dit: «Il faut que je change complètement» et justement, je m'étais dit: «Tiens, je vais être vendeuse à Decathlon» parce que, je me voyais pas je voulais travailler dans le sport parce que le sport, m'avait, vraiment, apporté quelque chose, donc j'avais envie d'explorer ce milieu. Mais je me sentais pas forcément capable de faire un truc ouf dans le sport, donc j'ai postulé comme, vendeuse à Decathlon. Et c'était super. Je suis devenue formatrice produit, donc ça, c'était cool. Bref, à ce moment-là, le sport faisait vraiment partie de mon quotidien, personnel, mais professionnel aussi, parce que moi, j'étais donc, sur le rayon course à pied, j'organisais des sorties sportives, j'organisais des sorties de running aussi avec, les vendeurs et les vendeuses que je formais, parce que moi, je formais, à l'équipement course à pied. Donc quand je suis tombée enceinte, la question de continuer le sport, elle se posait même pas. Ça me paraissait hyper naturel. J'avais une grossesse qui était très, voilà, sans aucun problème au début. C'est marrant parce que j'ai continué le sport en le cachant à ma sage-femme. Parce que, moi j'ai une copine qui m'avait dit: «Oh mais moi je vais continuer à courir, mais j'en ai pas parlé à ma sage-femme, ça sert à rien de chercher les complications tant que tu te sens bien» et en fait je suis restée un peu sur ce
je me suis dit: «Elle a raison» et j'avais l'image que si j'en parlais à ma sage-femme, elle allait me dire: «Oh là là, non, non, non». Donc voilà, donc je commence ma grossesse sportive et là, le ventre commence à arriver et bah, tout simplement, je cherche des vêtements adaptés et heu et je pars du principe que j'ai le droit d'avoir des vêtements hyper adaptés. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le moindre coureur du dimanche a un legging hyper technique, des baskets à 200 balles, un débardeur respirant et cetera. Je voyais pas pourquoi j'aurais dû courir avec un legging en coton avec un élastique qui se détend, quoi. Donc je pars à la recherche, du legging, de sport adapté à la grossesse. Donc un truc déjà avec la ceinture qui tombe pas, ça c'est la base parce que, toutes les ceintures tombent. En fait, tu fais 2 pas, la ceinture elle tombe, c'est terrible. Qui à l'inverse me sert pas trop, qui me gratte pas trop, qui soit pas en coton parce que voilà, on transpire quand on fait du sport et figure-toi alors j'essaye surtout du seconde main parce que j'essaye de consommer de manière responsable et dans ma quête du legging parfait, j'allais pas acheter 20 leggings neufs, mais je trouve rien. Je trouve que des leggings qui vont pas et là je me dis: «Mais pourquoi il y a personne qui a inventé un legging de sport pour femme enceinte, quoi?» Ça me paraissait pas si compliqué, je saurai plus tard que c'est compliqué, mais sur le moment, je me dis: «Mais attends, on est combien de femmes enceintes, par an en France?» On est selon les années entre 7 et 800 000 femmes enceintes en France. Si je te parle du monde entier là et je trouve pas ce produit. Mais à ce moment-là, loin de moi l'idée de faire ce produit, vraiment, hein. Je suis juste là à me scandaliser un petit peu, que ça existe pas et à ce moment-là, un peu plus tard dans ma grossesse, je vais un peu me les faire rattraper par les, on-dit autour de la grossesse sportive. Je vais arrêter la course alors que je m'en sentais encore capable. Je vais refuser, d'aller, suivre des copines sur une course à Val Thorens. Sans je voulais pas la courir, hein, mais en tout cas, je voulais aller supporter des copines parce que j'ai lu sur internet que l'altitude, c'était pas bon pour le bébé. Donc voilà, début de grossesse très confiante et au fur et à mesure, je me laisse un peu rattraper par, tous ces on-dit, toutes ces accusations, ce précautionnisme un petit peu et plus j'avance dans ma grossesse, plus je fais attention. Je continue le sport vraiment jusqu'au bout. Je fais du yoga jusqu'à la veille. Je continue à me déplacer en vélo parce que là-dessus, je suis quasiment une militante du vélo et pas en tant que sport, mais en tant que vraiment de mode de déplacement. Donc je continue à me déplacer en vélo et je continue à faire du vélo non, attends, je te dis des bêtises. J'arrête de me déplacer en vélo parce que j'ai entendu dire que c'est dangereux à cause des voitures et cetera. Par contre, je remplace mon running par un tour de vélo sur un chemin où il y a pas de voiture. Donc je fais mes 10 bornes de vélo par jour et donc voilà, j'adapte, mais j'adapte plus que de raison, en fait, au fur et à mesure que j'approche de ma grossesse et c'est pas grave, je suis quand même hyper, active parce que du coup, je j'ai pas encore d'enfant, c'est mon premier donc j'ai plein de temps. Donc je fais, 3-4 fois du yoga par semaine, je fais mon tour de vélo tous les jours dès que je suis en congé, maternité. Donc voilà, mais il me reste un petit goût amer, c'est que je m'aperçois que il y a beaucoup de peurs qui m'ont rattrapée alors que je les avais pas au début et c'est une période où je commence à m'intéresser vraiment à la maternité sportive, à tout ce que ça implique et du coup à commencer à lire des études scientifiques, à suivre des coachs sportifs, des médecins et cetera qui en parlent et à ce moment-là, eh bien je deviens presque une spécialiste de la grossesse sportive sans rien vouloir en faire. Si tu veux, je rencontre plein de nanas sur les réseaux qui sont, sur cette question, mais j'en fais rien, tu vois? Je commence même pas une communauté ni rien. C'est juste que je sais que je veux un deuxième enfant et pour ce deuxième enfant, je veux avoir les vraies infos. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première phase qui dure donc de 2019, peut-être à 2021, où, je me renseigne, je sais que je veux un deuxième bébé et que j'aurai une vraie grossesse sportive et épanouie et comme je veux moi, quoi. Ok. Voilà et c'est ouais, c'était rigolo parce que j'en faisais rien, quoi, alors que j'y passais pas mal de temps. J'achetais des bouquins et tout. La deuxième étape, c'est, en 2021, en novembre 2021 très précisément. Moi j'ai quitté Decat, à la fin de ma grossesse. Je me suis lancée dans un autre boulot. Pareil pour une association que je trouve géniale, mais sur un poste qui me convient pas. En plus de ça, moi, mon bébé là, qui a maintenant à 9 mois quand je rentre dans cette boîte, ne dort pas. Donc, je me retrouve dans une situation où je manque de sommeil, je m'ennuie dans mon boulot. Enfin, je m'ennuie, je m'épanouis pas dans mon boulot. J'arrive pas à reprendre la course à pied parce que
On dit toujours que la grossesse, on peut rien faire, mais s'il y a un moment où on peut rien faire, c'est le postpartum, quoi. Enfin, on peut, mais c'est difficile de reprendre parce que t'es fatigué. T'as le, t'as le bébé à t'occuper. Enfin, c'est la seule période de ma vie où j'ai eu du mal, en fait, à courir. Et en plus, j'ai eu des problèmes de périnée parce que j'ai suivi les mauvais conseils pendant ma grossesse qui disent ne touche pas aux abdos pendant la grossesse, ce qui est complètement faux. Et du coup, moi, j'ai plus d'abdos du tout. Et du coup, bah, les abdos tenant le périnée, j'ai plus de périnée, j'ai des fuites urinaires dès que j'essaye de courir. Enfin bref, la cata. Donc c'est une période vraiment difficile de ma vie. Je pense que j'étais en dépression, même si j'ai pas eu de diagnostic à ce moment-là. Mon boulot, ça explose, enfin, ça implose plutôt, ça ne marche pas, donc je fais plein de conneries. Mon médecin m'arrête, donc pour burn-out professionnel et parental, puisque pour lui, c'était vraiment entre les deux. Et du coup, là, je me dis, ok, bon, c'est bon, j'ai quoi, 34 ans, 35, je sais plus. Il faut vraiment que je trouve le boulot qui me plaît. J'ai pas envie d'être vendeuse à Decathlon toute ma vie parce que j'y suis pas retournée, parce que j'avais pas envie de laisser mon fils pour aller vendre des chaussures pour une multinationale, aussi bien que le boulot soit. Et je me dis, bah, je me laisse 1 an. Je sais que j'ai 2 ans de chômage. Je dis, je me laisse 1 an pour explorer des pistes. Donc je vais faire du bénévolat, je vais faire s'il faut un bilan de compétences, je vais aller voir des gens qui font des boulots que j'aime bien. Enfin voilà, je me dis je me laisse 1 an pour savoir vraiment ce que j'ai envie de faire. Il est temps, je suis plus une petite fille. Et et voilà, donc je commence à faire, au début je suis encore en arrêt maladie et après en période de rupture conventionnelle, donc j'ai pas le droit de bosser. Donc je fais pas mal de bénévolat pour l'UNICEF, pour une asso du quartier vers chez moi, je fais de la banque alimentaire, des trucs qui ont rien à voir avec ce que je faisais avant, qui me demandent pas trop, qui me challenge pas trop professionnellement, comme ça je suis sûre de pas être dans l'échec. Et, et voilà, et les choses se passent. On arrive au mois de novembre, et là j'ai une copine donc qui a un groupe de trail qui s'appelle Trail entre elles, dont je suis assez active depuis très longtemps. Heu et hem et du coup, elle organise non, elle organise un rassemblement sur une course à Nice, un enduro, mais en trail, pas en vélo. Donc bah, on part à plein de filles, sur cette course. Donc l'idée, c'est qu'on court, la course fait genre 20 kilomètres, mais c'est que des portions, de 2-3 kilomètres qui sont chronométrées. Donc ça m'allait bien, avec ma reprise, difficile. Et j'étais super contente que j'allais croiser plein de copines et j'allais dormir chez cette copine, hem, qui donc elle a son groupe Facebook, qui fait de l'influence, sport et voyage un petit peu. Et je sais pas s'il faut que je la définisse comme ça, mais entre autres elle fait ça. Et elle a une marque de vêtements qui est reliée au groupe Facebook, donc qui s'appelle, Trail entre elles. Et à ce moment-là, donc je lui parle un petit peu de mes pérégrinations et elle me dit: «Mais attends, mais Johanna, écoute, moi j'ai plus le temps de m'occuper de la marque. Occupe-toi de ma marque, si tu veux. Voilà, si tu veux, je te passe le relais, tu t'occupes de ma marque et tu me passes juste une com, voilà». Et ça me laisse hyper perplexe. Je lui dis: «Attends, mais» en gros, elle me propose de devenir, entrepreneur, quoi, enfin voilà. Et j'adore cette marque et j'adore cette fille et j'adore ce groupe. Et en même temps, bah, c'est pas, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Donc sur le moment, je lui dis: «Bah non, attends, tu rigoles». Et puis je rentre chez moi et là, je réfléchis et je fais un petit cheminement dans ma tête, c'est de me dire: «Écoute, en fait, ce qu'elle me propose, je sais pas si j'en ai envie, mais ce qui est sûr, c'est que je m'en sens capable». Il y a eu un déclic. Ouais, je suis capable, je connais les vêtements de sport, j'étais formatrice à Decat. Isa, donc ma copine, elle l'a fait en n'étant pas du tout de ce milieu au départ, donc si elle l'a fait, je suis capable de le faire aussi, elle sera là pour m'aider. Ouais, 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 je m'en sens capable. Et là, deuxième tilt, je me dis: «Mais c'est pas, en fait, cette marque que j'ai envie de gérer, c'est j'ai envie de faire une marque de vêtements de sport pour femmes enceintes». Et là, c'est rigolo parce que tout s'aligne vraiment de manière, hyper fluide. Et surtout, ce qui est encore plus drôle, c'est que ça tombe pile poil le jour où je passe du statut donc heu, en rupture conventionnelle, du coup encore en arrêt parce que mon arrêt a couru jusqu'à ma rupture conventionnelle. Donc je passe de ce statut-là à mon chômage. Voilà, je suis officiellement inscrite au chômage le 12 novembre et c'est le jour où je prends cette décision. Donc c'était vraiment hyper rigolo et là donc ça s'aligne et je me lance mais à 200 dedans. Voilà,
benchmarking, voilà, projet, business plan. J'essaye de rencontrer des réseaux, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour me soutenir, avoir des rôles modèles, et cetera. Donc voilà, la marque naît comme ça, donc en novembre 2021. Après j'ai vraiment bossé pendant longtemps avant de monter mon entreprise, mais voilà, c'est la petite histoire. OK, c'est très intéressant. Hem, pour revenir un petit peu sur ce qui touche à la grossesse sportive, donc tu nous as dit qu'au début, toi, la première fois que tu es tombée enceinte, tu as continué le sport sans te poser de questions. Qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues justement sur la grossesse sportive. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu justement c'est quoi ces idées reçues qui ne sont pas Mmh mh. fondées et voilà pourquoi elles sont autant ancrées? Toi-même tu disais qu'au début tu n'osais pas le dire à ta sage-femme. Est-ce qu'à ce Ouais. moment-là, tu avais l'impression de faire quelque chose de mal? Est-ce que tu ne savais pas trop? Est-ce que tu te posais quand même quelques questions? J'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal, mais j'avais l'impression que je serais pas comprise. OK. Il y a 2 biais un petit peu sur la grossesse sportive, c'est qu'en fait, on reproche un peu aux femmes d'être «égoïstes» entre guillemets, c'est-à-dire de penser à leur corps, à leur bien-être, alors qu'elles sont en train de porter la vie et que tout devrait être, pour le bébé. Et moi ça me fait un petit peu mal d'entendre ça parce qu'on est dans un monde qui met de plus en plus en avant l'importance du bien-être physique, d'avoir une bonne condition physique. Et là, quand tu es enceinte, d'un coup, ça devrait plus compter et c'est égoïste si tu veux garder ta condition physique, quoi. Donc il y a ce côté-là et du coup, j'avais plutôt peur de pas être, comprise. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on connaît très, très peu les impacts du sport pendant la grossesse. Et du coup, par défaut, et bah, quand on sait pas, on interdit comme ça, on prend pas de risque. Alors on sait pas tellement, on connaît pas tellement les impacts du sport pendant la grossesse parce qu'on les a peu étudiés, parce que, les personnes qui décident sur les thématiques de recherche encore aujourd'hui, c'est beaucoup des hommes, hein, les directeurs de recherche, les directeurs d'instituts et cetera. Du coup, on a peu d'éléments. On en a de plus en plus et aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent quasiment que là-dessus, enfin, et des références. Il y a l'INSEP, l'Institut national du sport et de la performance, qui a vraiment un département là-dessus, avec Carole Maître, qui est gynécologue, qui fait des super travaux sur le sujet. Voilà. Aujourd'hui, ça change, mais c'est récent et il n'y a pas encore beaucoup d'études. En plus de ça, c'est vrai que les études, on n'ose pas trop faire des études sur les femmes enceintes. Donc voilà, on a peu de données. Et du coup, les sages-femmes, heu, encore aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ça fait même pas partie de leur nomenclature, c'est-à-dire que ça fait même pas partie de leur formation. Alors aujourd'hui, on commence à dire: «Attention, c'est important de continuer à bouger», donc on fait la promotion à tout va de la natation prénatale et du yoga prénatal, et de la marche. Et en fait, on sait aujourd'hui que quelqu'un qui fait du sport à haute dose avant sa grossesse n'est pas du tout obligé de faire des pratiques adaptées. Il peut faire n'importe quelle pratique, tant dès lors que ça reste, voilà, en écoute de son propre corps, de ses propres sensations et qu'on a un petit peu de bon sens, quoi. On va pas faire du saut en parachute enceinte. Mais je pense qu'il y a aucune femme à qui ça viendrait à l'idée, même s'il y avait pas des études qui disaient ça ou l'inverse. Donc donc voilà. Vraiment ce précautionnisme. Et puis après il y a quelque chose d'un peu plus ancré, on va dire, dans le patriarcat et qui est hyper ancestral et qui explique aussi la grosse médicalisation de la grossesse, qui explique beaucoup de choses. C'est, alors là, je suis pas une spécialiste, je me considère comme féministe, après je suis pas une spécialiste des théories, du patriarcat, des théories des genres et cetera. Mais, l'homme n'ayant qu'un rôle très limité dans la grossesse et le développement de l'enfant, et bah, quelque part le fait que le patriarcat garde la mainmise, sur la femme enceinte en faisant en sorte de la réduire à la femme qui porte l'enfant, bah, ça permet de garder le contrôle sur la grossesse. Et aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de déconstruction de la part des papas, il y a beaucoup de choses qui avancent, mais cette peur, si tu veux, de ne pas maîtriser quelque chose qui est très important pour eux, même si on déconstruit complètement le patriarcat, ça restera parce que voilà, les 2 sont parents, mais il y a que la mère qui porte. Le père, il a forcément envie de faire quelque chose, bah, voilà, pour maîtriser un petit peu. Et le fait, voilà, que la jante masculine, enfin que le patriarcat en tout cas, que le système réduise un petit peu les femmes enceintes, dans leur possibilité d'agir, et bah, ça rassure un petit peu aussi. Je sais OK. pas si je suis un peu partie dans tous les sens, si j'ai répondu à Non, ta non, c'est question, ouais, mais très bien. ouais. Mais justement, tu nous dis donc c'est un sujet qui est peu étudié, on va dire, par la science. Est-ce que du point de vue empirique, on peut quand même observer, certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont même des activités qui sont recommandées, pendant la grossesse
qui aurait des bienfaits à la fois sur la maman et sur le bébé et sur, la période de grossesse? Ouais, écoute, alors de toute façon de manière empirique, pour commencer par ça, on observe que les femmes qui maintiennent une activité physique pendant leur grossesse, alors on dit pas forcément sport, activité physique, ça peut être juste, de marcher suffisamment, enfin vraiment de maintenir, de ne pas devenir sédentaire, parce que le problème c'est que beaucoup de femmes deviennent sédentaires pendant leur grossesse, auront non seulement des grossesses qui se passent mieux, moins de maux de grossesse, hein, diabète gestationnel, même prééclampsie et cetera. En tout cas, moins de pathologies de grossesse, des accouchements plus d'accouchements par voie basse et une meilleure récupération postpartum. Ça, on l'observe, les études le disent, mais on l'observe aussi. Ça c'est évident et c'est logique quelque part quand tu penses qu'un corps en bonne santé, vivra mieux une grossesse qu'un corps, sédentaire. Enfin, en fait, ça coule de source quand on veut prendre des soins des femmes enceintes. La logique serait de leur dire: «Bouge-toi les fesses», parce qu'en fait, c'est évident que les choses se passent mieux quand on bouge. Ensuite, si on parle de pratiques recommandées d'une manière générale, et ben là, on tombe, sur les pratiques traditionnelles, de sport prénatal, c'est-à-dire yoga, pilates, hem, en tout cas mode doux, marche, natation si tu aimes l'eau, parce qu'avaler de l'eau de javel, enfin si tu sais bien nager, parce que moi ça me fait rire les femmes enceintes qui disent: «Faut absolument que je nage» et qui se bouffent qui se boivent la tasse à chaque, c'est pas très bon non plus, hein, le chlore n'est pas bon pour les bébés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut recommander à tout le monde, que tu sois sportive ou pas, que tu sois, en bonne santé ou pas, c'est des choses que tu pourras faire. Ça et d'une manière générale, tous les sports qu'on dit adaptés. En vrai, n'importe quel sport, tu peux l'adapter en prénatal. Il y a de la danse prénatale, ça c'est top parce qu'en plus, ça a un côté, hyper, empuissançant quoi, enfin, où tu bouges avec ton corps, tu sens ton bébé bouger, tout ça. Tu as qu'est-ce que j'ai? Du cardio prénatal, voilà, tu peux faire du cardio à partir du moment où il est adapté. Tu as j'avais fait quoi? J'avais fait de la boxe, mais pas de la boxe, comment on dit? Du, cardio boxing là, prénatal. Voilà, il y a du karaté adapté, enfin vraiment il y a des choses qu'on pourrait pas penser. Dès lors que l'activité elle est adaptée à la période prénatale, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris la peine, d'étudier, la pratique en fonction des besoins physiologiques de la grossesse et dès lors ça sera une activité qui peut être conseillée à tout le monde, sauf en cas de grossesse pathologique qui induit, une difficulté à bouger, enfin un risque, dans le mouvement. Mais il faut savoir qu'il y a 80 de grossesses qui sont physiologiques en France, hein. Donc ça concerne assez peu de monde. Donc ça, c'est de manière générale, si tu sais pas quoi faire, tu fais des sports adaptés, il y a pas de souci. Ensuite, ce qui est, recommandé pour une sportive, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, c'est juste de continuer sa pratique parce que c'est ce dont son corps a le plus l'habitude. Donc c'est ce qui correspond le plus à sa propre physiologie. Si on prend l'exemple de la course à pied, en plus qu'on connaît toutes les 2, ça tombe bien. Une femme qui n'a jamais couru, ça serait mauvais pour elle de se mettre à courir pendant sa grossesse. Ça serait vraiment pas bon, quoi. En l'occurrence, une femme, qui court déjà, et ben non seulement il y aura pas de soucis, physiologiques, parce que son corps est habitué à ce type de choc et cetera. Heu, mais en plus, c'est vu que c'est un sport qu'elle maîtrise, c'est un sport qu'elle pourra mener, loin. C'est un sport qu'elle pourra bien adapter aussi, parce qu'en fait, il faut quand même être à l'écoute de ses sensations, pour pouvoir adapter. Si je suis sur un sport que je maîtrise pas bien, bah, si par exemple, je me mets d'un coup, au pilates alors que j'en ai jamais fait et que j'en fais pas avec une coach, et bah, si quand je m'étire que j'ai mal, je saurais pas si c'est dû au mouvement ou si c'est dû à la grossesse. Tandis que quand je cours, bah, ma bonne, courbature au mollet, bah, enfin le mollet c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'on a le mollet n'a rien à voir avec la grossesse, mais tu vois, je sais pas si j'ai des fatigues même aux abdos, si je fais de la montagne voilà, et bah, je saurais reconnaître que c'est une douleur, qui est normale par rapport à ma pratique. Donc la meilleure pratique, c'est celle que tu as l'habitude de faire. OK. Après, toujours dans les généralités, par exemple, il y a certains sports qu'on va déconseiller pour le troisième trimestre de grossesse, mais c'est pareil, c'est dans les recommandations générales que tu peux trouver. Si les, médecins recommandent d'arrêter au troisième trimestre de grossesse, c'est pas parce que toutes les femmes doivent arrêter, c'est parce que si tu sais pas trop, si tu connais pas bien ton corps et cetera, si tu pas sûr, faut mieux arrêter à ce moment-là, et passer sur des trucs plus doux. Mais encore une fois, en consultation, de visu, la plupart des femmes, on va leur dire: «Bah non, continue tant que tu te sens bien». OK.
Justement, si on est spécifique à la course à pied, ce serait quoi un petit peu les adaptations, qu'il faudrait faire, pendant la grossesse, s'il y en a? Ouais, bah, la première, c'est de pas se mettre, dans le rouge, en fait. Juste ça quoi qu'il y a débat, mais parce qu'il y aurait des études qui disent qu'en fait, le fait d'être essoufflé pendant la grossesse, c'est pas un souci ou que peut-être même ça améliorerait les résultats cardio enfin les compétences cardiovasculaires du bébé, mais ça, voilà, c'est encore très débattu. Donc pour l'instant, on dit: «Bah, tu te mets pas dans le rouge, tu restes toujours en aisance respiratoire», de la même manière que tu fais, voilà, un footing tranquille ou la manière dont tu cours quand tu débutes. Après, ça veut pas dire que tu peux pas courir vite, mais c'est voilà, tu vas juste te mettre 1 degré en dessous de ce que tu as l'habitude de faire, et après les adaptations, bah, ça va être juste, bah, faire potentiellement un peu plus de d'étirements, après ta séance. Voilà, pour éviter parce que tu vas avoir le dos qui va être, un peu plus réceptif à la douleur. Ça va être de t'arrêter si tu as des contractions. Enfin voilà, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. Mais pour la course à pied, oui, c'est surtout, bah, c'est ça, c'est le de pas se mettre dans le rouge et potentiellement d'aller que sur des terrains que tu maîtrises. Tu vois? Tu vas pas, il y a des femmes qui font des trails pendant leur grossesse. C'est pas un souci si tu habites, en montagne et que tu as l'habitude de marcher en montagne, que c'est un terrain que tu connais bien. Par contre, tu vas pas t'amuser à aller courir un trail, si tu habites en ville pendant ta grossesse. Voilà, c'est vraiment hyper individuel, en fait. OK. Pour en revenir à Mom Out, dans les valeurs et principes que tu mets en avant, il y en a 4 qui reviennent souvent, qui sont éthiques, circulaires, féministes et made in France. Est-ce que tu peux, développer un petit peu chacun de ces éléments, nous expliquer, ce qu'ils signifiaient pour toi et comment, tu souhaites les retranscrire, au travers de ton entreprise? Très bien. Alors, éthique, le premier que tu as cité. Alors, j'essaie de faire une marque et même une plateforme éthique, dans le sens, où, je veux que ça apporte quelque chose de positif, que ce soit au monde ou au territoire. Quand tu es dans l'univers du textile, c'est difficile de faire quelque chose d'éthique parce que le textile, c'est quelque chose qui pollue énormément. Enfin, j'en reviendrai plus sur le côté circulaire. Donc éthique, sur les produits que je distribue, parce que j'ai ma marque, mais je distribue aussi des produits de fournisseurs extérieurs. C'est que je vais, toujours un peu auditionner, les fournisseurs que j'ai, pour savoir alors i je vais pas juste me fier aux labels et cetera, parce qu'une grosse boîte, elle aura toujours les labels. Tandis qu'une petite boîte, elle les aura pas forcément. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté avec, chaque, fondateur, ou quand j'ai réussi à avoir les fondateurs, mais en tout cas chaque personne impliquée dans les marques, pour savoir pourquoi elle le faisait, comment elle le faisait, d'où venaient les tissus, d'où venaient les produits, comment c'était fait, d'où venaient les matériaux. Voilà, l'idée, c'est hyper difficile. J'ai essayé de faire un cahier des charges très précis au départ et en fait, c'est impossible à l'ère du greenwashing, mais c'est d'être sur quelque chose qui vise l'équilibre, en fait. Il n'y a pas de producteur parfait. Moi-même, mon legging, il est pas parfait, loin de là, en termes d'éthique, mais que ça soit des personnes qui décident de faire quelque chose pour les bonnes raisons, pas pour, proposer un produit de plus, qui aura pas forcément plus de plus-value, mais qui permettra juste de se faire des sous. Donc qui font des choses pour les bonnes raisons et qui essayent de les faire en visant un équilibre, en fait, avec, bah, avec l'écosystème, avec le territoire et cetera. Voilà, c'est un peu confus. Faut que j'arrive à trouver une manière un peu plus, simple de l'expliquer, mais c'est ça, c'est une question d'équilibre. Le côté circulaire, ça va avec l'éthique et c'est aussi, une raison, économique, voire même, une raison de business, quoi. C'est que, quand j'ai fait, mon étude de marché et mon benchmarking, donc mon étude de marché, publique et mon étude de marché concurrent, je me suis aperçue qu'il y avait déjà eu, une marque, au moins une, de vêtements de sport pour femmes enceintes qui avait essayé de se lancer en éthique et éco-responsable et cetera. Sauf qu'elle arrivait avec des prix qui étaient trop importants et les personnes n'étaient pas prêtes à mettre, parce qu'en fait les femmes ont, je veux dire, on va dépenser des centaines, voire des milliers d'euros, hein, parce que j'ai interrogé les gens sur leurs dépenses pour bébé pendant mon étude de marché et c'est incroyable. Par contre, mettre 70 ou 80 € dans un vêtement pour soi, en fait, les femmes sont très très peu prêtes à le faire. Donc, cette marque avait pas réussi à vendre, alors qu'elle avait des super produits, mais parce que, les personnes sont pas prêtes à faire cette dépense. Donc moi, quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai interrogé, ma cible sur, OK, tu pas prête à acheter, enfin, si t'es pas prête à acheter, est-ce que tu es prête à louer?
Donc voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit que mes produits seraient tout de suite, dès le départ, pensés pour être distribués de manière circulaire. C'est-à-dire, tu peux les acheter et les revendre à la marque une fois que tu as fini de t'en servir. C'est-à-dire pour éviter de te compliquer à aller sur Vinted, etc. Et en plus, moi, même s'ils sont plus utilisables, je vais pouvoir les recycler de manière adéquate, quoi. C'est-à-dire, on va pas juste mettre un truc à la benne à recyclage parce que souvent ça finira vendu on ne sait où. Donc, pour que ça soit bien recyclé, pour que ça soit réutilisé si ça peut l'être. Et du coup, je propose aussi la location, donc ça diminue les coûts et surtout ça évite aux personnes de se dire qu'elles vont avoir un truc de plus qui va traîner dans leur placard. Parce que même si on se dit qu'on va revendre les vêtements qu'on n'utilise plus, une fois que tu es un bébé, t'as pas que ça à faire de trier tes vêtements, de chercher, de prendre des photos, de voilà. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de simplifier, au plus le parcours client sur le côté, réutilisation et voilà, donc ça, c'est vraiment le côté pratique et puis après moi j'ai le côté, durable, circulaire parce qu'il faut que les produits soient durables. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus polluant dans l'industrie, textile, c'est le fait qu'on n'utilise pas assez les vêtements. C'est le fait qu'un vêtement bah, alors il y a les chiffres qu'on connaît bien, hein, on n'utilise que 20 de notre, de ce qu'on a comme vêtements. Mais plus que ça, en fait, l'empreinte carbone des vêtements, si elle est si importante, c'est parce qu'en fait, au moment où on va détruire le vêtement, comme tout objet, hein, ça utilise beaucoup d'énergie d'aller sur la destruction d'un produit, surtout les produits de sport parce qu'on est sur des matières synthétiques ou artificielles et que c'est plus difficile à recycler, voire impossible pour certaines. Donc voilà, on n'utilise pas assez le produit avant qu'il finisse à la benne ou au fond du placard. Par contre, on va en racheter. Donc on produit beaucoup, on produit beaucoup, on détruit beaucoup et entre-temps on les utilise pas assez. Donc ce qu'on dit, c'est un vêtement qui ne pollue pas, c'est un vêtement qu'on ne jette pas. Voilà, un bon vêtement, tu peux l'utiliser 10 euros, bah, tu as amorti l'empreinte carbone. Donc moi, j'ai vraiment pensé les produits pour, alors, le temps nous le dira, mais en tout cas, dans l'idée, pour qu'ils puissent accompagner au moins 4 ou 5 grossesses. Et du coup, dans l'idée, c'est qu'il y a au moins 4 ou 5 femmes, ou alors une femme qui va le garder pour 2 grossesses et après le revendre. Voilà, la circularité, c'est important pour moi de manière éthique et parce que ma cible attend ça, quoi. Les femmes enceintes recherchent ce type d'offre. Ensuite, on avait dit féministe. Alors pourquoi féministe? C'est marrant parce que j'ai eu un grand débat avec moi-même sur le fait d'afficher le fait que mon entreprise et ma marque est féministe. Parce qu'en fait, faut pas se fermer aux femmes qui sont pas féministes. Et en même temps, elle l'est profondément. Elle l'est pas de manière extrême. J'aime pas ce mot parce qu'extrême c'est un peu négatif, mais elle l'est pas de manière exacerbée parce que moi-même je suis pas non plus hyper déconstruite et qu'il y aurait beaucoup de choses à faire pour qu'elle soit encore mieux. Mais vraiment, c'est une marque et une boutique qui est là pour que les mamans et les futures mamans puissent reprendre le pouvoir sur leur grossesse et sur leur maternité. Et ça, c'est purement féministe. Et j'allais pas me mentir en disant que je le suis pas. Donc, je préfère poser le débat. Tu vois, même sur mes flyers, il y a quatre, bah, justement, les quatre valeurs que tu as énoncées donc sur le flyer de mon legging. Et au mieux, bah, ça engendre le débat, oui, en quoi un vêtement est féministe? Bah, attends, je vais t'expliquer en quoi un vêtement peut être féministe. Aujourd'hui, le fait de tout faire, d'aider les femmes enceintes à vivre une grossesse qui leur ressemble, bah, c'est féministe parce que la grossesse, historiquement, voilà, on a la société a la main mise sur les femmes enceintes et que le sport est un moyen comme un autre de reprendre du contrôle sur sa maternité. Donc voilà, c'est de toute évidence une marque féministe. Et, et à côté de ça, moi j'ai mon blog en plus que j'alimente de plus en plus. Donc j'ai un blog sport et maternité où j'interroge des spécialistes, j'interroge des mamans et je m'aperçois que ce que j'écris c'est de plus en plus féministe parce qu'en fait on a besoin de ça en fait, on a besoin de pousser un petit peu plus loin, d'aller gratter un petit peu plus loin que ce qu'on sait déjà aujourd'hui pour faire bouger les lignes, quoi. Il suffit pas de dire oui, bon, c'est vrai, maintenant que le ministère a fait un guide, en effet, c'est bien de faire du sport pendant sa grossesse. Ben non, moi, je vais aller plus loin. Je veux dire, qu'est-ce que ça va apporter aux femmes, euh, comment elles vont vivre leur maternité différemment si pendant leur grossesse, elles se sont aussi occupées d'elles et pas que de leur bébé. Comment est-ce que dans 10 ans, en fait, la relation avec l'enfant, elle s'en trouvera peut-être changée. Hein, voilà, c'est d'aller plus loin que les simples constats. Oui, c'est bon pour la santé. Oui, bah oui, mais ça, le sport, c'est bon pour la santé, on le sait. Voilà.
Et du coup, le dernier Made in France. Made in France, c'est pas une valeur de base que j'avais parce que je croyais pas que j'arriverais à faire du Made in France. Je voulais faire, j'espérais faire du Made in Europe. Après, même quand tu analyses vraiment l'empreinte carbone du textile, des fois, et ben c'est pas déconnant de faire en Turquie ou dans le Maghreb ou même en Inde, tu vois. Parce que si les matières premières se trouvent là-bas, bah peut-être que c'est moins déconnant en termes de transport d'y faire sur place, parce que des fois il y a des savoir-faire, donc d'un point de vue sociétal, c'est plus intéressant d'aller où sont les savoir-faire. Voilà, c'est un peu, on fait un raccourci des fois en se disant que les vêtements qui viennent de loin, c'est pas écologique et pas éthique. La réalité, c'est que quand on n'est pas en France ou pas en Europe, et bah du coup le respect des droits de l'homme va pas forcément être le même dans tous les pays. Il n'y a pas de sécurité de sécurité sociale, en tout cas de droits sociaux dans tous les pays. Au moins quand c'est en France, tu connais le cadre et tu sais que ça respecte ce cadre. Quand c'est dans d'autres pays, bah faut aller fouiller. Il y a des boîtes au Vietnam par exemple qui sont exceptionnelles en termes euh, de respect des êtres humains, enfin de respect de la nature et des êtres humains, plus que certaines boîtes en France, tu vois, parce que c'est des gens qui ont voulu vraiment donner le maximum. Mais voilà, pour mon premier produit, on est parti sur du Made in France parce qu'on a eu une super opportunité de travailler avec une boîte qui est à Rouen, donc en plus dans ma région, et qui faisait du seamless, donc exactement la technologie qui était idéale pour mon legging, enfin pour développer le legging et la ceinture, parce que la ceinture, je vais la réutiliser sur d'autres produits, parce qu'il y a que le seamless qui peut proposer de vraiment de faire une ceinture qui soit vraiment adaptée au ventre, qui tombe pas, qui serre pas et qui s'adapte jusqu'à la fin de la grossesse. Et ils étaient à Rouen. Alors sans doute un petit peu plus cher que le seamless en Tunisie ou au Portugal. Mais j'ai même pas été voir en Tunisie ou au Portugal, déjà parce que ça se passait très bien avec mon fournisseur à Rouen, et aussi parce que pour un premier produit, très honnêtement, je me sentais pas trop d'aller négocier en anglais, de tu sais, j'étais rassurée de me dire que je pouvais régulièrement aller sur place pour voir comment ça se passait, que mes interlocuteurs parlaient français parce qu'après, tu peux toujours demander à avoir des interlocuteurs qui parlent français au Portugal ou en Tunisie encore plus. Mais tu vois, de savoir que ça sera simple, quoi, et fluide, et que je suis à 1 heure de voiture de mon fournisseur. Et j'ai eu raison, parce qu'en fait, c'est top d'être tout le temps en train de... Enfin, j'y suis allée au moins 4 ou 5 fois pendant le prototypage. J'ai des femmes enceintes qui sont venues carrément essayer un des protos à l'usine pour que la modéliste de l'atelier elle puisse directement voir les modifs à faire. Donc je me suis dit, de toute façon, je pouvais proposer des produits qui sont assez chers, et d'ailleurs j'y pallie en proposant la location et la vente avec reprise. Pourquoi pas essayer pour les prochains produits de rester made in France? Déjà parce que c'est chouette en termes d'éthique et que, en effet, comme ça, tu sais qu'il y a les droits sociaux en France, etc. Tu sais que voilà, que t'es dans un truc clean, mais aussi parce qu'en fait, c'est trop pratique, quoi. Et là, pour la collection temps chaud que je vais développer, là, je vais rencontrer un fournisseur à Dardilly, donc autant dire à 10 kilomètres de chez moi. Je suis trop ravie. Enfin, j'aimerais trop que ça marche et qu'on soit dans des prix que je peux gérer. Après, les prix peuvent très très vite monter parce que c'est la main-d'œuvre qui est chère en France, beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe. Mais j'espère continuer à faire du Made in France. Et là, du coup, ça devient presque une valeur parce que, en toute transparence, demain, si j'arrive à faire que des produits Benny de France, c'est quelque chose que je peux valoriser auprès de mes clients, mais aussi auprès des institutions, etc. Et ça me plaît de me positionner sur ce créneau parce que niveau stratégique, c'est intéressant, mais moi, ça me parle aussi au niveau éthique, donc c'est tout bonus. Voilà. Ok. Peut-être juste un mot sur l'aspect circulaire. Hem, donc c'est autant je trouve c'est une super idée et en effet je pense que c'est vraiment ce que les consommateurs recherchent en plus de l'aspect éthique. Mais toi, est-ce que c'est comment dire? Est-ce que ça a été difficile de trouver un modèle économique qui reste viable pour toi? Alors, le modèle économique du circulaire, dans mon cas où je fais de la vente neuf, de la vente, de la location, et à terme, je vais très très rapidement pouvoir proposer la vente d'occasion. Le modèle économique, il est hyper cool. Il est hyper, il est vraiment intéressant si tu le fais bien, parce qu'en fait, quand tu as un produit qui est hyper durable, euh, tu peux le louer un certain temps.
et tu vas le rentabiliser plusieurs fois et puis une fois que tu seras sûr qu'il sera bien rentabilisé, tu pourras le vendre d'occasion et encore faire de la du de voilà du gain, net, quoi. Mais à la base, faut avoir des produits qui soient durables parce que bien sûr, si tu as un produit qu'il faut réparer à chaque fois, ou un produit qui va être, usé au bout de 6 mois, ça marche pas. Donc alors ce qui est compliqué par contre dans le modèle économique, c'est que tu mets du temps à rentabiliser. C'est-à-dire que, là où, quand tu achètes un legging, bah, hop, paf, tu le vends et bah, directement tu rembourses ta prod et tu fais de la marge et bah, avec un legging, il va falloir le louer, plusieurs mois pour rentrer dans tes frais et encore plus longtemps pour commencer à faire du bénéfice dessus. Donc c'est un modèle économique qui est intéressant à terme. Par contre, là où c'est compliqué, c'est d'un point de vue logistique. C'est un vrai cauchemar. À je suis encore souvent à me demander si je vais pas abandonner pour être honnête, quoi. Parce que, en plus mon legging, il est en location, chez une marque, enfin, une fille qui fait de la location de vêtements de grossesse, qui s'appelle Mentalo. Du coup, il est déjà en location, donc je pourrais très bien, renvoyer mes clientes vers elle en disant: «Bah, vous avez mon legging, en location chez elle». Mais elle, c'est pas le même principe, c'est des box, c'est-à-dire que tu loues un mois, après tu vas changer de produit ou non, c'est différent. Moi, voilà, donc j'hésite souvent à arrêter parce que logistiquement, c'est une gestion des stocks qui est plus compliquée, parce que tu as ton stock neuf, ton stock d'occasion. Je pense qu'à terme, il faudra que j'ai mon stock d'occasion, apparence neuve, que je peux encore louer, un stock d'occasion un petit peu dégradé que je peux vendre pas cher. Enfin voilà, en termes de gestion des stocks, c'est hyper compliqué et en termes de solutions, web, solutions informatiques, c'est compliqué aussi parce que moi, mon modèle économique, il marche que si j'ai des tarifs dégressifs. C'est-à-dire que sur le premier mois, tu vas payer, ta location 20 balles parce que ça intègre les frais, bah, les frais d'envoi, déjà. Ensuite, les frais, bah, de réparation, s'il y a besoin, d'entretien et cetera, pas juste de lavage. Mais une fois que tu les as payés une fois, il y a pas besoin de les payer tous les mois parce que de toute façon, ça, je vais le faire qu'une fois que le legging est revenu. Donc mon premier mois, il est à 20 € et mais les mois suivants sont moins chers. Les 2 mois suivants sont un peu moins chers, ils sont à 12 et après ça passe à 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux absolument que la personne, si elle loue le legging toute sa grossesse, ça lui coûte moins cher que de l'acheter. Sinon, c'est pas cohérent et je me moque des gens, quoi. Donc, il se trouve, que de faire du tarif dégressif, c'est une solution qui n'existe pas informatiquement. Si quelqu'un m'écoute et me dit que c'est possible, appelez-moi parce que mais, ça n'existe pas. On n'a pas trouvé, j'ai vu plusieurs experts en no code, voilà et même, en passant avec un codeur qui coderait, c'est compliqué parce qu'auprès des banques, tu peux pas avoir un mandat qui soit d'une somme différente à chaque fois. C'est-à-dire que si tu fais un mandat pour 20 balles et bah, le truc va te pomper 20 balles tous les mois. Et j'ai l'exemple là sur la location que j'ai. Si, au début je laissais les frais de port dans le premier le 1er mois tu payais, 1er mois plus frais de port et bah, le truc me prélève tous les mois les frais de port en plus parce qu'une fois que le mandat est fait, il est toujours pour la même somme. Donc ça c'est voilà, c'est un petit détail technique, que je suis en train de pallier. Donc c'est pour ça que pour l'instant, sur mon site, le legging, tu peux le louer que sur demande. C'est-à-dire faut m'envoyer un mail et puis je t'envoie un lien de paiement et on bricole. Parce qu'en fait, pour l'instant, faut que je passe l'équivalent de 2 jours, à geeker, pour mettre en place une solution qui soit fluide pour le client, enfin pour la cliente et pour moi. Parce que pour l'instant, moi, je dois envoyer des trucs manuels, chaque mois. Enfin, tu vois, c'est vraiment la grosse cata. Donc là, je vais faire un gros micmac avec de l'automatisation, du no-code, du machin, tout ça, je n'y connaissais rien il y a 1 an, même pas, il y a 6 mois, parce qu'au début, j'essayais de tout sous-traiter, puis je me suis aperçue que ça me coûtait trop cher, donc j'ai appris. Mais voilà, je vais devoir me passer 2 voire 3 jours, juste à mettre en place la solution, tout automatisé pour pouvoir mettre la location sur mon site. Mais c'est un boulot énorme, quoi, c'est un boulot énorme. En logistique et puis en solution informatique, je pense que dans les années à venir, ça sera plus fluide parce que voilà, on est toujours les pionniers de quelque chose, hein, mais là, pour l'instant, c'est un choix que je dois refaire chaque jour en me disant: «OK, c'est la merde, c'est pas grave, c'est important, je continue à faire de la loc». Et aussi parce que si je fais juste mettre mon legging en location chez une partenaire, mine de rien, mon legging, il me rapporte une fois son prix et elle va, tous les mois alors c'est très bien, hein, c'est son business plan, mais pour l'instant, je suis encore trop précaire pour pouvoir pour me permettre de me dire: «C'est pas grave, je fais pas la location moi-même et je perds tout ce profit-là». OK. Sur l'ensemble de toute l'aventure de Mom Out, c'est quoi la chose la plus difficile,
à laquelle tu as été confrontée, quelque chose peut-être que tu t'avais pas forcément imaginé au moment, où tu t'es lancée? La lenteur. La lenteur pour démarrer, en fait, pour réussir à toucher sa cible. Parce qu'en plus, les femmes enceintes, tu pas enceinte très longtemps, donc moi, j'en peux plus d'entendre: «Ah, je penserai à toi pendant ma prochaine grossesse» ou alors: «Ah bah, si je t'avais rencontré quand enfin, si j'avais connu ça, si ça avait existé pendant que j'étais enceinte et je suis jamais là au bon moment» et hem et c'est d'une violence. Enfin, parce que tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu trouves des relais et cetera et quand tu communiques pas, alors là, le legging vient de sortir, donc je pense que je vais avoir, le bouche à oreille qui va commencer à marcher parce que les femmes qui ont acheté mon legging, elles vont le porter à la salle de sport, elles vont le porter au studio de yoga, donc ça va commencer à être un petit peu organique, donc ça sera bien. Mais sur le crowdfunding, si je communiquais pas, je vendais pas. Il fallait forcément, voilà, il y avait rien d'organique, il y avait rien qui se faisait tout seul et avant ma marque, juste sur ma boutique en ligne, vu que c'était des produits, que tu peux trouver ailleurs, le bouche à oreille marchait même pas parce qu'en fait, quand tu: «Tiens, telle veste de grossesse, elle est vachement bien», la personne, «Tiens, tu l'as acheté où Mama Out?» «Bah ouais, mais sauf que moi, je vais aller regarder Mama Out, je vois que la même veste, je peux l'acheter directement chez le fournisseur ou chez un mec, qui a plus de 2 avis Google ou Trustpilot sur internet et qui a une» voilà, quand tu es une nouvelle boutique, c'est difficile, d'instaurer la confiance. Donc c'est très, très long. J'ai une communauté qui est hyper sympa, j'ai des, je pense que ma clientèle, c'est les j'exagère un peu, mais les 4 mêmes personnes depuis le début, quoi, qui enfin, tu vois, qui parlent de moi, enfin, tu vois, si j'ai une commande d'une personne que je connais pas, je vais sur Facebook, c'est la copine d'une nana, d'une de mes ambassadrices ou quoi. Enfin, il y a rien qui se fait par hasard et c'est très, très long. Alors je commence à voir, ouais, avec le legging parce que, des fois, je suis taguée dans des stories de gens que je connais pas parce que, voilà, la nana, elle a reçu le legging ou quoi. Mais moi, j'imaginais vraiment je savais que j'arrivais avec une offre qui correspondait à un besoin, même avant ma marque, hein, vraiment juste sur la maternité sportive, parce que j'avais rencontré plein de femmes qui étaient dans ce besoin d'avoir un lieu virtuel en l'occurrence, mais où on parle ton langage quoi, de maman sportive et je pensais tellement que, tu vois, je me voyais prendre des locaux la première année, quoi et là, ça fait, 2 ans et je bosse dans ma cave et là, je suis sous les cartons de stock, enfin, c'est n'importe quoi. Donc ouais, c'est vraiment très long et du coup, bah, c'est difficile, financièrement, enfin, tu vois, d'aller chercher chercher de l'argent à la banque, rechercher de l'argent à la banque, te dire que si ça marche pas et bah, enfin que tu la conviction que ça va marcher, mais si ça marche pas, combien d'argent tu vas devoir et combien d'années tu as pas eu de salaire et combien d'années tu vas mettre, voilà à remonter un petit peu parce que c'est une période financière difficile aussi au niveau de, bah, de ma famille quoi, de mon foyer donc voilà, c'est lent, c'est très, très lent. Il faudrait un budget, marketing énorme en fait. Il faudrait pouvoir mettre, 50 000 balles de marketing tout de suite pour être vu partout. Mais voilà, si quelqu'un a 50 000 € à bon entendeur. Comment est-ce que tu aimerais voir, évoluer le projet du coup dans les années à venir? Alors il y a 2 aspects pour moi au projet. Il y a vraiment la marque, et la marque pour moi, je veux pouvoir couvrir tous les besoins des femmes qui veulent faire du sport enceintes. Donc je veux développer, les vêtements multisports. Donc là, il y a le débardeur le legging, mais je développe le débardeur, le t-shirt et le short, le pantacourt aussi, pour la grossesse et pour l'allaitement. Ça, c'est du multisport, c'est des produits où je pense que j'amène une plus-value par rapport à ce qui existe déjà, mais ça existe déjà quand même, tu vois? Tu en trouves des débardeurs de grossesse pour faire du sport, ils sont pas ouf, en tout cas ceux que je connais, mais voilà. Ce qui compte encore plus pour moi, c'est de pouvoir, développer des produits pour des sports spécifiques parce que là, il existe clairement rien, parce que économiquement c'est pas intéressant. En exemple, je peux te donner, les sports aquatiques. Tout ce qui est paddle, voile, toi, toutes des sports qui peuvent être assez doux, mais qui demandent quand tu es hors saison à avoir une combinaison et là, j'ai été en contact avec plusieurs femmes qui m'ont dit: «J'ai arrêté, tel sport aquatique parce que, je n'avais pas de combinaison». Vraiment, c'est pas j'étais en condition et cetera. J'ai arrêté parce que j'avais pas la combinaison. Parce que tu mets une combinaison trop grande, bah, tu plus du tout à l'aise dans tes mouvements et c'est voilà, des sports où il faut être à l'aise dans ses mouvements. Donc il y a la combinaison sport aquatique que je veux faire. Il y a le pantalon de rando, un peu plus, large de diffusion, mais quand même, il y en a pas
Il y a Decathlon qui a essayé d'en sortir un, mais ils l'ont arrêté. Il était voilà, il était peut-être pas hyper adapté. C'était un bon produit, mais pas vraiment bon pour la rando, je trouve. Hem, donc il y a ça, il y a, un cuissard, rembourré. Tu sais, pour les femmes qui font beaucoup de vélo, bah, tu en plus, tu encore plus sensible au niveau, épiderme, pendant la grossesse, donc d'avoir, une peau de chamois, et un cuissard, voilà, faut que ce soit quelque chose d'hyper serré, donc c'est pareil, il faut le vendre. Voilà, il y a des produits comme ça qui sont des usages spécifiques, qui vont pas être hyper rentables. Et ce que j'espère, parce qu'en fait, c'est des produits de base qui sont techniques, donc qui sont chers, et que je vais pas vendre à des milliers de nanas, parce qu'en fait, je vais vendre qu'aux utilisatrices spécifiques pendant une période de leur vie. Et en plus, peut-être qu'elles le donneront à leur sœur, à leur cousine, qui va être enceinte après, parce qu'une fois que tu as acheté le produit, tu te dis qu'il faut qu'il serve. Donc c'est pas les produits qui vont être les plus rentables. Donc mon objectif, c'est que je puisse bien vendre les produits multisports, ou même des produits, tu vois, genre le pantalon de rando, en vrai, je le compte pas dedans parce que je pense que ça peut concerner beaucoup de monde, pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des futures mamans, sportives, sur des besoins spécifiques. Parce que pour moi, c'est vraiment important, de pouvoir continuer à t'épanouir, sportivement, pendant ce moment où tu as tellement de bouleversements, que c'est bien de pouvoir au moins garder ta pratique sportive, quoi. Donc ça, c'est vraiment du point de vue de la marque. Donc l'idée, c'est, enfin voilà, moi, j'ai énormément de produits dans la tête à développer. Donc c'est d'avoir toute une collection, de pouvoir trouver des revendeurs, etc. Et après, d'un point de vue, communauté, je sais pas, je change assez souvent d'avis sur ce que je veux faire. Alors bien sûr, je veux garder le blog, je vais peut-être faire un annuaire, du sport adapté, et du sport avec bébé, pour que tu puisses trouver sur mon site, où est-ce que tu peux pratiquer avec bébé, où est-ce que tu peux pratiquer enceinte, où est-ce que tu vas trouver des coachs, qui vont être formés pour t'accompagner, pas forcément sur du sport prénatal, mais je sais pas, je vais faire ma séance de HIIT, à la salle de sport, et bah, si je vais dans cette salle de sport-là, je sais qu'il y a un prof qui est formé, ou dans tel studio de CrossFit, etc. Et puis j'aimerais bien, faire des rassemblements. Alors je sais pas encore sous quelle forme. Le truc le plus évident, ce serait des espèces de salons du sport prénatal, mais le format salon, bah, c'est pas un truc qui me fait rêver. Peut-être plus des festivals, ou carrément des séjours, tu vois? Où l'idée, ça serait à la fois de tester les produits, et puis de faire venir plein de coachs sportifs, ou sportives surtout, c'est souvent des femmes quand même, c'est que du prénatal, pour pouvoir tester plein de choses de manière sécuritaire, et adaptée. Et puis d'avoir un peu ce côté sororité, enfin voilà, toutes les femmes qui se retrouvent à pratiquer ensemble, à échanger du vécu. Enfin, pour moi, c'est important de participer, à ce en fait, quand tu es une femme enceinte sportive, tu te sens extraterrestre, vraiment. Enfin, moi, c'est un mot que j'ai vachement entendu dans mes interviews, et c'est ce que j'ai ressenti moi. Alors pourtant, on est plein, et surtout il y a plein de sportifs qui voudraient avoir une grossesse sportive et qui osent pas, parce qu'en fait, les regards sont trop durs. Et je pense que le rassemblement, c'est la meilleure manière de pallier à ça. Hem, Après, pour être honnête, je suis pas du tout dans un ego trip, et si demain il y a une boîte qui se monte pour faire des rassemblements autour de la maternité sportive, et ben je me dirais: «Go», si on a des valeurs communes, tu vois? Autant je suis partenaire, et puis moi, c'est pas grave si c'est pas moi qui le fais, quoi. C'est plus, ce que je veux pour l'avenir de la maternité sportive, et là, je suis partie pour le faire, parce que faut que ça soit fait. Et aussi, côté pratique, moi, l'idée, ce serait quand même de faire tester mes vêtements, et sur ces moments-là. Mais tu vois, je peux très bien le faire en partenariat. Mais en tout cas, c'est de faire en sorte de participer au fait que des femmes enceintes et jeunes mamans allaitantes, parce que j'ai aussi je fais aussi des produits pour, le enfin, pour l'allaitement, puissent se retrouver et pratiquer ensemble. Et là, au mois de septembre, je vais faire un peu mon premier test de ça. C'est ni un festival ni un séjour, mais je vais faire une tournée en France, avec dans chaque étape, bah, on se réunit dans une salle de sport, ou alors un studio de yoga, etc., avec, bah, une activité sportive, le legging, sans doute des petits échantillons de plusieurs marques qui veulent être partenaires, et puis une professionnelle de la santé, sage-femme ou kiné, ou diététicienne, qui vient donner des conseils sur la grossesse sportive. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont encore beaucoup besoin d'être rassurées. Et du coup, je veux participer à ça. Et je pense que ça va être chouette. Normalement, on va faire 8 dates en France. Et ça va être top, quoi. Donc ça va être déjà un petit aperçu de ce que ça pourrait être plus tard. Et je l'ai déjà fait à toute petite échelle, au mois d'avril à Lyon. J'ai payé des dossards à quelques femmes enceintes
pour une course, pour le Urban Trail, pour le plus petit format, 8 kilomètres, et on a couru ensemble, enfin couru, on a fait de la marche rapide ensemble, parce que c'est des escaliers, donc faire courir des femmes enceintes dans des escaliers, c'est peut-être un peu dangereux. Mais voilà, c'était déjà à ce moment, et les nanas sont restées en contact parce qu'en fait, tu sais, déjà, quand tu partages un moment sportif d'une manière générale, je trouve ça hyper fort. Tu vois, que ça soit une course, voilà, je trouve que c'est un moment où tu es hyper authentique quand tu fais du sport. Et bah là, en plus du sport, elles ont la grossesse ou la maternité qui les réunit et ça crée vraiment un lien qui est chouette. OK. Pour conclure cette interview, j'ai 3 questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué durant ta vie? Alors, durant ma vie, j'ai deux phases, moi, avec la lecture, avant d'avoir des enfants et après d'avoir des enfants, par rapport au temps que j'ai. Mais je vais quand même prendre un livre que j'ai lu récemment, même si j'ai beaucoup moins le temps de lire. C'est Briser le plafond, non pas de verre, mais de glace, de Marion Poitevin. Tu la connais? Non. Alors Marion Poitevin, c'est une nana qui fait tout plein de choses. Enfin, en gros, elle est alpiniste, elle fait de la haute montagne, elle est aussi secouriste en haute montagne. Enfin, elle fait plein de choses et sur beaucoup de choses, ça a été la première femme. Euh, sur beaucoup, voilà, beaucoup de postes, beaucoup de responsabilités, etc. Sur la haute montagne, sur le secourisme, sur la formation alpiniste, etc. Enfin, voilà. Et j'adore cette nana. Enfin, là-bas, je la suivais sur les réseaux sociaux. Quand elle a sorti son livre, j'étais refaite. Déjà parce qu'elle est maman, on a des enfants qui ont le même âge. Enfin, en tout cas, à l'époque, elle avait que son premier et moi aussi. C'est une nana, en gros, quand la vie lui dit: «Attends, ça va être un peu compliqué là, tu veux pas prendre un autre chemin?» Elle dit: «Bah non, bah rien à foutre, j'y vais quand même». Et comme ça, elle en a vraiment, elle a vraiment galéré, elle s'est vraiment pris des murs. Ça a vraiment été dur pour elle, ça l'est encore maintenant. Hem, mais elle y va. Et elle fait vraiment changer les choses. Et je pense que, alors je connais pas bien le milieu professionnel de la haute montagne, mais moi j'ai l'impression que, il y avait un avant et un après Marion Poitevin, quoi. Elle est arrivée, elle a fait bouger les lignes. Elle a montré qu'en tant que femme, elle pouvait être plus forte, que les gros machos qui la voyaient arriver en disant: «Elle va pas tenir 2 semaines la minette là». Et mais bon après voilà, c'est une personne extraordinaire et voilà, avec une force extraordinaire, avec une volonté extraordinaire. Et mais son livre est écrit de manière hyper simple, pas du tout de langue de bois et tout le monde en prend un petit peu pour, pour son compte, et hyper inspirant. Enfin, tu vois, c'est une nana qui est vraiment, très humble, pardon. Et du coup, son livre, c'est un plaisir et elle fait partie de ces gens extraordinaires qui savent très, très, très bien inspirer les gens ordinaires, quoi. Et voilà, je me sens assez proche d'elle. En plus, on a le même âge, on a des enfants du même âge. Et sauf qu'elle, à 40 ans, elle a déjà de quoi écrire une biographie. Et moi, j'ai juste fait ma boîte. Mais vraiment, je suis très, très inspirée. Et du coup, c'est le premier livre que j'ai acheté pour mettre sur mon site. C'est pas vraiment un truc sur la maternité sportive, mais c'est un truc sur une sportive. Et du coup, elle parle quand même de comment ça s'est passé quand elle a eu son enfant par rapport à son métier, par rapport à ses sponsors, etc. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et du coup, dès que j'ai décidé d'avoir des livres sur ma boutique, j'ai vite été commander son livre. C'était hyper important pour moi de l'avoir. Et c'est le bouquin que j'offre quand je sais pas quel cadeau à faire, que ça soit une femme, alors soit une femme, peu importe l'âge, soit un jeune homme, parce que je pense qu'il faut éduquer les jeunes hommes à la place que les femmes vont prendre dans la société. Et voilà, donc là c'est très spécifique, c'est sur le sport de haute montagne, mais elle montre en fait vraiment ce truc-là que je te disais, quand il y a un chemin qui est tracé, enfin quand toi tu as décidé de tracer ton chemin, et bah tu peux y aller, quoi. Ça sera pas facile, mais tu peux y aller si tu en as envie. C'est vraiment hyper inspirant. OK. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Alors le souvenir que j'aimerais laisser derrière moi. J'ai une image en tête, tu vois, quand tu me poses cette question. C'est pendant ma deuxième grossesse. Je me sentais un peu une superwoman parce qu'en fait, bah, pour le coup, j'avais une pratique sportive hyper éclairée par rapport à la première grossesse. Donc je savais ce que je faisais et du coup, je faisais plein, plein de choses. Je menais ma boîte, je lançais ma boîte en fait. Du coup, j'étais vraiment de partout avec mon bide énorme à faire des shootings photos, à aller sur des confs, aller sur des tables rondes, enfin vraiment, et j'adorais ce que je représentais à ce moment-là, tu vois?
businesswoman sportive, enceinte, qui mène tout de front. Et à côté de ça, j'étais bien consciente que le compliqué, ça serait une fois que bébé serait là, parce que c'est facile de faire des trucs pendant que tu es enceinte. Mais tu vois, j'ai été voir mon fournisseur à Rouen à 3 semaines de mon accouchement, j'ai fait la route, on m'a dit: «Oh mais si tu veux, on fait une visio dans ton état». Non, rien à foutre, on y va. Et j'adore l'image que j'avais de moi déjà à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai toujours ma photo LinkedIn de cette période, j'ai du mal à à faire le deuil là-dessus parce que j'aime beaucoup, voilà ce que je faisais, ce que ça représentait à ce moment-là, tu vois? Je pense que, ouais, ça c'est un souvenir que j'aimerais laisser. Et je pense que même dans le présent à ce moment-là, enfin dans le présent du passé quoi, je pense que ça a pu inspirer des personnes aussi parce que, parce que ça montrait que les choses sont possibles, quoi. OK. Et troisième question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Mmh. J'ai une anecdote, je t'ai raconté comment j'ai commencé la course à pied, mais c'est comment j'ai commencé le trail. Et à savoir, à l'arrache, mais bien accompagnée. C'est un peu de la même manière que j'ai commencé l'entrepreneuriat finalement. Je courais depuis peut-être, je sais pas exactement, je vais pas te dire de bêtises, mais en gros 6 mois, plus ou moins, tu vois? Je peut-être un peu plus. Je commençais à être à l'aise sur la distance semi-marathon, mais à l'aise, mais tranquille, hein. Moi, je suis une coureuse, je suis pas là pour, péter les je fais pas de podium, quoi, tu vois? Loin de là. Je suis plutôt dans la deuxième partie du classement, mais j'aimais beaucoup ça. Et je m'amusais à m'inscrire sur plein de sortes de courses pour découvrir les formats. Donc j'avais fait un équidène, j'avais fait du 10 kilomètres, j'avais fait le semi-marathon, j'avais fait le Lyon Urban Trail, mais le format 20 kilomètres, donc c'est les escaliers, c'était très dur, donc sur les collines de Lyon. Et à côté de chez moi, il y avait un petit trail, mais genre de 13 kilomètres, avec, dans ma petite, campagne vallonnée, donc autant te dire, un tout petit trail. Enfin, ouais, il devait y avoir, 400 mètres de dé 3 ou 400 mètres de dénivelé sur les 13 kilomètres, même pas 300 mètres, je crois. Et j'ai adoré. De nuit en plus, de nuit sous la pluie, je me suis éclatée comme une gamine. Et là, je me suis dit: «Ah, le trail, c'est trop bien, c'est ce que je préfère». Vraiment, c'est ce que j'avais préféré de toutes les expériences de course que j'avais eues. Et là, je vais sur mon ami Google et je tape, trail femme. J'aime bien moi être dans des groupes, féminins. Ça m'empêche pas, tu vois, même dans l'entrepreneuriat, je suis beaucoup dans des groupes féminins. Ça m'empêche pas de côtoyer des hommes, hein, même de faire des projets avec des hommes. Mais quand je suis sur un truc où je suis pas hyper sécure, un groupe de femmes, je trouve ça sécurisant, bienveillant, etc. Donc je cherche des conseils pour faire du trail, et je cherche des groupes féminins et je tombe sur le groupe de ma copine dont je te parlais tout à l'heure, Trail entre elles. Et là, je vois qu'elle organise un rassemblement pour, coureuses expérimentées, en tout cas pas pour les débutantes. Et moi, je me dis: «Allez, c'est bon, j'ai fait un trail de 13 kilomètres, je vais au rassemblement». Donc c'était en Chartreuse, je sais pas si tu connais la Chartreuse, près de Grenoble. Donc c'est déjà les Alpes. C'était à l'automne, il faisait un temps, merdique. Je me retrouve là avec une vingtaine de femmes, je suis en admiration devant ces nanas qui sont toutes moi je fumais encore mes clopes à l'époque, tu sais? Qui sont toutes hyper bien, et voilà. Et sauf qu'on est là pour faire du trail sous la pluie, sur, 10 kilomètres par sortie, 2 sorties par jour, tu vois? Moi, mais c'est pas grave, je suis hyper confiante. On me demande dans quel groupe je me mets. Il y avait 3 groupes de niveau. Je me dis: «Bon, je suis quand même en forme», je me mets dans le deuxième, tu vois? Alors que déjà le moins bon, c'était pas les débutantes. Et go quoi. Go, c'est parti sous la pluie, avec du dénivelé de ouf, de la caillasse, et ça a été l'expérience la plus dingue de ma vie. On m'appelait la patineuse. J'avais des chaussures qu'on m'a vendues comme des chaussures mixtes, trail et route. C'était sauf que non, mais non, mais pas du tout. Elle avait des légers crampons, pour, les petits chemins de campagne, mais c'est tout. Donc ouais, on m'appelait la patineuse. J'ai dû tomber 15 fois dans le week-end. J'avais mon legging déchiré, j'étais couverte de boue, j'arrivais même plus à laver mes cheveux tellement il y avait de la boue. J'étais couverte de bleu, d'égratignures, je me promets, mais je me relevais tout le temps. Enfin, tu vois, j'y allais. J'étais avec ces nanas, en plus de tout âge. C'est ça que j'ai super kiffé parce qu'il y en avait, ouais, qui avaient jusqu'à 60, 65 ans, qui avaient une condition physique qui était 50 fois meilleure que la mienne. Et un truc de ouf. Et ces 2 jours, et je me suis accrochée. Et je sais plus si j'ai changé le groupe de niveau à un moment donné ou pas, mais on a un petit peu tout remixé. Et
Et elle, c'était balade de santé et moi, c'était le bloc le plus gros de ma vie. On a fait plus de 40 bornes en 2 jours en montagne. Je pouvais plus marcher en rentrant. Enfin, c'était et en même temps, j'avais découvert un truc. Je m'étais dit: «Ouais, ça me parle, ça, c'est pour moi, ça, je kiffe». Mais mon corps me déteste. Mon corps me déteste. Enfin, tu vois, mes muscles me détestent, ma peau me déteste, mon besoin de sommeil me déteste parce que je suis si j'arrête de parler une seconde, je m'écroule et je m'endors. En même temps, je rencontre ces nanas, je me dis: «Ah bah, quand je serai grande, je vais être comme elles». Enfin, tu m'entends, j'avais déjà 30 ans, mais voilà, enfin, tu vois, vraiment des rôles modèles du quotidien, quoi. Des femmes où tu te dis, elles ont toutes leur petite vie et cetera et en fait, elles ont l'air tellement bien et tu vois, moi, je pense un peu à ma sphère parce que, avant, j'étais pas du tout sportive, donc j'ai un entourage qui est pas sportif non plus, tu vois? Où l'activité la plus chouette, c'est d'aller boire des bières dans un bar et là, en fait, l'activité la plus chouette, c'est de faire une séance de yoga en parlant, de tout et de rien, après notre séance de running et en fait, ben, on s'éclate tout autant. On rigole, on fait les dingues, enfin, et je découvre un monde, en fait. Je découvre un monde et je me dis: «Putain, mais c'est ça me ressemble beaucoup». Ça me ressemble pas du tout là parce que je suis à la ramasse, mais j'ai envie de ressembler à ça, tu vois? Et un truc de ouf et j'aime bien ce souvenir parce que, c'est vraiment ça, je me suis lancée à l'arrache complet en ayant confiance en moi parce que j'étais sûre de ce que je voulais, mais tout s'est bien passé parce que j'étais bien entourée. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, j'ai vraiment fait la même chose. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis dit j'y vais. Et la première chose que j'ai fait, après avoir écrit 2, 3 pages de projet, c'est de chercher des réseaux pour être entourée parce que je pense que c'est vraiment important d'être entourée quand tu fais des choses nouvelles. Et t'as beau avoir toute la conviction du monde en ce que tu fais, bah, si t'es tout seul, tu te prends trop de baffes dans la gueule, tu te prends trop de gamelles dans la boue, tu vois? Et heu et tu te relèves pas et tu rentres chez toi si jamais, tu pas entouré. Mais là, j'étais entourée par des femmes, hyper stimulantes, hyper inspirantes, belles comme tout, bah, tu sais, je leur envoie en plus, je suis encore en lien avec beaucoup d'entre elles. On a fait d'autres rassemblements, puis on se voit encore, qui se reconnaîtront, et gentil enfin voilà, trop bien, trop bien. Enfin vraiment, je me dis: «Ça y est, je suis dans mon élément». Je rentre, heureusement que j'avais pas encore de gamin, incapable de faire quoi que ce soit, la log pendant 3 jours, tu sais, à pas pouvoir marcher, pas pouvoir lever le bras. J'avais des courbatures dans tous les muscles de mon corps et je sais pas si Isa, justement, la nana qui avait organisé ce stage, elle sait à quel point, en fait, ça a été, hyper déterminant dans ma vie, quoi et voilà, trop cool, vraiment trop, trop, cool, trop dur et trop bien, quoi. Moi, je te remercie pour ce partage. Et pour finir, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, ce serait quoi les liens sur lesquels on peut te retrouver? Bah, du coup, mon site, c'est, momahout-family.com, donc Momahout, c'est Momout, les mamans dehors, hein. Voilà et sinon, bah, je suis sur Instagram à Momahout Family et voilà. On me trouve aussi tout simplement en écrivant Momahout Family sur Google, normalement, si jamais, vous retrouvez pas le lien exact de mon site et du coup, après, mon blog est, hébergé, aussi sur ma boutique en ligne, donc tout est sur Momahout Family. OK. Bah, je te remercie beaucoup pour tout ce partage, c'était super intéressant. Et bah, sur ce, je te souhaite, une bonne fin de journée et beaucoup de réussite, dans tous tes projets. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était très chouette. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.